Ça, c'est Youssou Ndour. Messieurs, bonsoir. 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la polémique après le décès d'Aïcha Diallo, 12 ans, à l'hôpital de Pikine. Au 3e jour de son admission, la famille de la petite fille parle de négligence. La direction de l'hôpital dégage en touche et exhibe ses preuves. Les détails à suivre dans cette édition. Le soulagement des populations de la cité-port, ils ne seront plus déguerpis de leur maison. Une décision du chef de l'État. Le gouverneur de Dakar est venu leur apporter ce matin la bonne nouvelle. La colère des travailleurs de Transrail, la société au bord du gouffre, entre retard de salaire, échec de la transition, matériel vétuste. Ces travailleurs en assemblée générale ce matin ont annoncé une marche suivie d'une grève générale. Et puis ce geste de Youssou Ndour qui fait don de 75 millions de francs CFA reçus du premium impérial à la mutuelle de santé des artistes. Les acteurs du secteur apprécient. C'est à suivre également dans cette édition. L'invité du 20h, il s'agit d'Amadou Mokhtar Ndiaye, le directeur des examens et concours. Il sera là avec nous. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Traité, Aïcha Diallo, 12 ans, meurt à l'hôpital de Pikine au 3e jour de son admission. La famille éplorée parle de négligence. L'hôpital réclamerait 200 millions de francs CFA avant sa prise en charge. La direction de l'hôpital, 200 000 francs CFA plutôt avant sa prise en charge. La direction de l'hôpital dégage en touche et exhibe ses preuves. Le directeur et le médecin qui avaient pris en charge la patiente ont fait face à la presse ce matin. Compte rendu signé Salif Sow et Asmalik Diop. Lui, d'abord, le maître des lieux se lave à grande eau, puis prend la défense de son personnel. Le système d'organisation de l'hôpital de Pikine est que le patient est d'abord pris en charge sur le plan médical. Et après, à la fin du séjour, on lui fait une facture. C'est ce qui est même arrivé par rapport à ce patient. On ne lui a jamais demandé un sou lorsqu'elle a été admise aux urgences. Traité, la patiente de 12 ans trépasse. La thèse d'une intervention chirurgicale ratée hante maintenant l'esprit. La parole au corps médical. Le médecin de garde ce jour-là donne sa version des faits. On a trouvé que le gros intestin était perforé. L'iléon était perforé. Et c'était parti jusqu'au niveau postérieur. Parce que c'était de petits trous qu'il n'y avait pas de saignement. Quand nous l'avons vu, nous l'avons réparé. Nous avons nettoyé et nous avons fermé. On l'a mis sous antibiotiques et on l'a hospitalisé. Que l'enfant a fait un choc septique. Parce qu'il y avait une infection qui est là. L'infection est passée dans le sang et ça a créé des problèmes. Interné vendredi dernier à l'hôpital de Pikine, Aïcha Diallo, 12 ans, a perdu la vie à cause d'une hémorragie le lundi suivant. Elle a été laissée à son sort selon sa mère. Le service accueil et orientation encore fustigé. La direction de l'hôpital refuse de parler de mauvaise prise en charge. En tout cas, tout patient qui arrive aux urgences
est prise en charge avant toute formalité administrative et financière. Que nous, au niveau de l'hôpital de Pikine, c'est cela qu'on est en train d'appliquer. La défunte souffrait d'une hémorragie consécutive à un bout de bois qui s'était enfoncé dans son anus. Elle jouait avec une amie sur la terrasse de sa maison familiale, sise à Yeumbeul Comico. Une famille éplorée, jointe au téléphone, dépassée, défendant toujours la thèse de la négligence, malgré la sordide et les assurances du directeur de l'hôpital de Pikine. Salif Sow, cette mort serait-elle due à un non-respect du code de déontologie qui régit la pratique de la médecine? Eh bien, le syndicat autonome des médecins du Sénégal appelle à une organisation efficiente dans les établissements publics de santé afin d'assurer les urgences. Les détails dans ce sujet signé Mambiram Diouf et Thierno Laurent Mendy. Négligence ou pas, faute professionnelle, des interrogations qui laisse perplexe certains, inimaginable pour ce monsieur s'il s'avère que la fille morte à l'hôpital de Pikine n'a pu bénéficier d'une bonne prise en charge. Nous, c'est quoi. Parce que presque 7 hôpitaux. Nous avons eu à vivre ce genre de situation, cause, je peux dire, de la mort de mon frère qui était tombé malade. Imaginez faire le tour de cette structure de santé sans une prise en charge. Il faut vraiment y mettre un terme. Ça m'étonne fort qu'un médecin puisse faire ça. Parce que quand même, il y a un code de la déontologie, c'est inadmissible. Donc quand je l'ai appris par les médias, j'étais fort étonné. Madame Dia est ancienne responsable des consultations prénatales à l'hôpital de Pikine, ex-camp militaire de Thiaroye, où elle a exercé dit-elle de 2003 à 2010, relativise tout de même. Je n'ai jamais vu un cas pareil. Jamais. Je n'ai jamais entendu aussi. Depuis que j'ai fréquenté cet hôpital, je n'ai jamais vu. La question des urgences et de l'accueil pour le nouveau ministre de la Santé doit être réglée définitivement. Une feuille de route d'ailleurs est définie. Pour Dr Boli Diop, la responsabilité de l'hôpital doit être écartée sur cette affaire. On peut être sûr que cet enfant a été bien pris en charge selon les normes, n'est-ce pas, de prise en charge par rapport à la pathologie que l'enfant avait présentée. Avec ce énième cas de plainte sur la mort d'Aïcha, la petite fille à Pikine, une bonne organisation peut aider à ne plus jeter l'opprobre sur les structures de santé, ajoute Dr Boli Diop. Et qui dit système de santé dit plusieurs éléments, n'est-ce pas, qui se côtoient. Donc c'est important que les gens puissent en tout cas situer chacun à son niveau le rôle qu'il doit jouer. Toujours à propos de cette affaire, Maître Papsen du Comité sénégalais des droits de l'homme exige l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités et sévir éventuellement contre les coupables. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Chérif Dia et Mohamed Dian. J'ai demandé l'ouverture d'une enquête. Parce que c'est normal. Dans un état de droit, quand il y a quand même des faits de ce genre, il est tout à fait normal d'ouvrir une enquête pour pouvoir situer les responsabilités. D'autant plus qu'il y a plusieurs versions. Et je crois qu'il est tout à fait normal qu'aussi bien la famille de la victime soit édifiée sur les véritables raisons du décès de ce jeune homme, de cette fille, mais également que les autorités étatiques qui ont mandaté ces autorités médicales, qu'elles soient édifiées également un peu des causes et des circonstances de ce décès. Mais les populations sénégalaises, c'est comme ça que ça fonctionne dans un état de droit. Et dire également qu'effectivement, il va falloir que l'on veille beaucoup plus sur les conditions d'accueil et d'orientation de nos patients au niveau de nos structures hospitalières, parce que c'est un point extrêmement important, car le droit à la santé est un droit fondamental. Autre aspect de l'actualité, un pêcheur guindarien touché par balle et 15 autres arrêtés par les gardes-côtes mauritaniens. Le jeune Saint-Louisien âgé de 22 ans a été évacué à l'hôpital régional de Saint-Louis. Selon Mbaye, l'un des pêcheurs qui étaient à bord de la pirogue, les gardes-côtes ont tiré des balles réelles sur... Je vous propose de l'écouter. Écoutez plutôt son témoignage au micro de Ousseynou Diop et Habib Seck. L'équipage était parti en mer vers 3 heures. Effectivement, on était dans les eaux mauritaniennes.
La marine nous a suivis et nous sommes retournés pour rentrer. Malheureusement, les gardes-côtes nous ont suivis jusque dans la partie sénégalaise. Et c'est là où les gardes-côtes nous ont attaqués. L'un d'entre eux a tiré des balles réelles sur la pirogue et en direction des pêcheurs. Un des jeunes qui était avec nous a été touché au niveau du bras et de la jambe droite. Actuellement, il est dans les urgences de l'hôpital régional de Saint-Louis pour attendre l'opération. Je l'ai vu, mais il a de graves blessures. Il faut dire aussi que 15 pêcheurs gueldariens ont été arrêtés par les gardes-côtes. Actuellement, nous n'avons aucune nouvelle d'eux. C'est le moment de lancer un appel à l'endroit des deux pays. Il faut que les deux gouvernements entament des négociations sérieuses. Parce que bu fekkee ni benn calmement bu ne ñu jam nit wala calmement bu ñu blessé nit bu yàggee mën na indi loo xamante ni day ëpp loxo. Et puis cet incendie qui s'est déclaré ce matin en début de matinée dans une boulangerie située au quartier de Yoff Tongor sur la route de l'aéroport. Les travailleurs ont pu s'extraire du bâtiment et aucun blessé n'a été noté. Les sapeurs-pompiers de la brigade des Parcelles Assainies ont dû faire face à plusieurs difficultés, notamment les stocks de farine et de gasoil. Les détails avec Ibou Diouf et Abdoulaye Diallo. Dans ce quartier de Yoff, les habitants sont réveillés par les cris au secours et les bruits des fourgons des sapeurs-pompiers. Cet incendie de la boulangerie Chopin à Yoff Tongor a créé la panique. Tout simplement, il y a eu un départ de feu. On m'a informé à 7 h du matin. Voilà, et puis je suis venu. Les pompiers sont arrivés. Et Dieu merci, ils ont éteint le feu. Il y a eu le four est gâté. Donc je suis venu. Les sapeurs étaient déjà là. Ils ont éteint le feu, Dieu merci. Vous parlez voilà? On nous a alertés à 7h35 minutes. Le premier ange est descendu, dont le chef de garde est là, s'est présenté à 7h58 minutes. À notre arrivée, on a trouvé une boulangerie à moitié embrasée, une partie complètement embrasée, avec risque d'explosion de la chaudière qui se trouve au niveau du premier étage, et une propagation d'une réserve de hydrocarbures qui se trouve au niveau de la terrasse. Aucune perte à vue humaine, mais beaucoup de dégâts. Les soldats du feu, avec les moyens du bord, ont réussi à maîtriser le feu. Grâce à l'engagement de 3 engins d'incendie, plus 2 véhicules de commandement, nous avons pu être à bout du feu à 8h52 minutes. Donc l'intervention nous a fallu à peu près 1 heure de temps. Pour déterminer les causes de ce sinistre, la gendarmerie a pris le relais. Pour ce qui est de la cause de l'incendie, une enquête de la gendarmerie en déterminera les causes. L'enquête de la gendarmerie va évaluer les dégâts. La boulangerie Chopin, 15 ans après, connaît un autre sinistre. Ces populations qui ont vécu des moments de peur devront aussi se passer de ce pain chaud qui était bien prisé dans ce quartier. Ibou Diouf, de fortes pluies se sont abattues hier sur Thiès, causant beaucoup de dégâts. Plusieurs villages de Fandène sont touchés, particulièrement le village de Keur Mariem Diop. Les détails avec nos correspondants sur place, Cher Anta Diop et Seyla Tire. De fortes pluies et des vents violents survenus dans la commune de Fandène ont causé beaucoup de dégâts matériels au niveau de plusieurs villages de la localité. Nous sommes à Keur Mariem Diop. Ici, le décor est triste. Des arbres déracinés, des maisons se sont effondrées sous l'effet du vent et de la pluie. Beaucoup de maisons se sont effondrées, il y a beaucoup de dégâts matériels, nous avons même recensé plus de 19 familles sinistrées. Certaines ont même passé la nuit à la Belle Étoile. Les récoltes ont également subi des dommages. Les paysans redoutent une régénérescence préjudiciable à la suite de la campagne agricole dans la zone. Ce que nous redoutons, c'est une régénérescence préjudiciable. Certains cultivateurs avaient même commencé à récolter l'arachide et même des mules. Nous n'avons pas les moyens et nous demandons à l'État de nous aider. Parce que la plupart de ces familles sont des familles de milieu. Les autorités locales et administratives, aussitôt informées, se sont dépêchées sur les lieux. Le sous-préfet de Keur Mousse, Mohamed Mbeng, accompagné du premier adjoint au maire de Fandène, est allé au chevet des 19 familles sinistrées. Ces familles sinistrées ont d'ailleurs lancé un appel à l'endroit des autorités étatiques pour qu'on leur vienne en aide.
Charente Diop, vous l'annoncez dans les titres, la bonne nouvelle pour les habitants de la cité-port. Ils ne seront plus déguerpis de leur maison. Une décision du chef de l'État Macky Sall. Le gouverneur de Dakar, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu sur les lieux ce matin. Le décret faisant état de la cession de leur propriété est tout bonnement annulé. Fatou Bintou Conté, Tierno Laurent Mendy. Ouf de soulagement pour les habitants de la cité du port. Menacé de déguerpissement, le chef de l'État vient d'y mettre un terme. Aucune maison ne sera touchée. Le président de la République Macky Sall, qui, dès qu'il a été bien informé du projet d'embellissement et d'agrandissement de la rue Cheikh Ahmadou Bamba, a donné comme instruction de ne toucher à aucune maison. Je l'ai dit, de ne toucher à aucune maison. Donc le recul qui était programmé sur cet axe de 5 mètres sera abandonné et définitivement abandonné. Aucun centimètre, même de clôture, ne sera touché pour les maisons de Cité-Port. D'ailleurs, le décret faisant état de cession de leur maison a été tout bonnement annulé. Celui du décret qui a été pris et qui rendait cessibles les maisons. Je dois préciser à cet égard qu'il n'y a pas de débat. Le débat il est clos parce que dès lors que la décision a été prise, ça emporte des conséquences. Ce décret sera annulé et révisé totalement pour se conformer à la décision du président de la République de ne toucher aucune maison. Donc il n'y a pas de crainte à se faire, ça je lui le dis, c'est la voie la plus autorisée de l'État, c'est le président de la République qui a décidé donc qu'il en sera ainsi. Plus d'inquiétude pour ces riverains de la cité du port qui depuis plus d'une année vivaient dans une anxiété totale. Nous sommes très soulagés. Vraiment ce matin, le gouverneur accompagné du préfet nous ont ramené une très bonne nouvelle. Juste pour signaler que le combat qu'on menait n'était pas un combat contre l'État, mais le combat qu'on menait c'était le combat de la légalité. Et qui dit légalité, c'est la loi, c'est la constitution et c'est l'État. Une république est fondée sur des lois. Aujourd'hui, on est retourné au respect de la loi. Et les titres de propriété des populations et ne pas toucher à un seul centimètre vraiment de leur terre. Et je pense que le président de la République a pris une très bonne décision, une décision opportune. Et aujourd'hui, toutes les populations de Cité-Port sont soulagées parce qu'il a eu la bonne information et il a pris la bonne décision. Merci. Rappelons que c'est dans le cadre de la construction d'un parking pour l'Institut islamique de Masalikul Jinan que l'État avait décidé de raser quelques 20 maisons dans cette cité. Je vous l'annonçais également dans les titres, les travailleurs de la société Transrail très en colère entre retard de salaire et échec de la transition matérielle vétuste. La société est au bord du gouffre. Ces travailleurs en assemblée générale ce matin ont annoncé une marche suivie d'une grève générale. Compte rendu de cette assemblée générale signé Charente Diop et Seyla Tiar. L'arrêt systématique de la circulation des trains de Dakar-Bamako ferroviaire, grève générale, les cheminots ont décliné leur plan d'action à l'issue de leur assemblée générale tenue dans l'enceinte de la société. Le chemin de fer est malade, retard de salaire, matériel vétuste, rails défectueux, c'est le bilan de la transition. Il faut noter que sur une production, sur une exploitation doit diminuer à 80%. Et aujourd'hui, c'est la faute de l'État. Parce qu'il faut reconnaître que c'est l'État qui s'était engagé à la gouvernance devant tout le monde. Le Macky Sall nous avait dit, ne dites pas Transrail. J'ai tué et enterré Transrail, je vais créer DBF. On nous dit qu'on nous a donné 7,5 milliards, on l'a mal géré. Ah non, il faut noter que les 7,5 milliards, la façon dont on l'a décaissé, nous avons les rubriques. Nous sommes dessus. Et nous avons tous constaté ici, devant la face, l'échec de la transition. Nous avons combattu Jaber. Cheikh Diop, le secrétaire général de la CNTS FC, justifie ces difficultés par une mauvaise politique de la privatisation. Il faut que ça soit clair, nous ne sommes contre aucun projet. Notre combat n'est dirigé contre aucun projet. Notre combat obéit à un processus qui est parti de la reprise, de la rectification des mauvaises politiques de privatisation. Ces politiques ont été rectifiées. Aujourd'hui, force est de constater que la transition a été un échec. Et il faut qu'on l'évalue. C'était aussi des perspectives. Et ces perspectives,
C'était le schéma institutionnel. Nous nous étions engagés à l'accompagner, à réaliser ce schéma institutionnel. Aujourd'hui, nous interpellons l'État. Les cheminots de Thiès préparent une grève et n'excluent pas de battre le pavé. Charanta Diop, le rapport 2015 de l'initiative pour la transparence des industries extractives laisse apparaître de nombreuses irrégularités dans les industries extractives au Sénégal. C'est du moins l'avis d'Eliman Khan. Entre autres manquements, le président de Leg Africa souligne le non-respect du fonds de péréquation devant bénéficier aux collectivités locales, mais aussi des irrégularités concernant les contrats. Les détails avec Ibrahima Khan et Mohamed Dia. 118 milliards en termes de fiscalité, c'est le montant des revenus générés par le secteur extractif au Sénégal en 2015. Entre autres produits ayant généré plus de revenus, l'or, mais également les phosphates. La production de l'or qui a commencé à se faire de façon plus intense, donc pèse également l'argent, mais bien évidemment aussi surtout le phosphate et les cimenteries, qui sont les principaux secteurs qui ont véritablement contribué. Ce rapport 2015 de l'initiative pour la transparence des industries extractives permet de relever plusieurs irrégularités, selon le président de l'ex-Africa. Ce rapport renseigne sur beaucoup d'irrégularités concernant le respect de la loi tout simplement, la conformité au niveau de l'octroi des contrats, parce que si vous voyez sur les contrats qui ont été octroyés, les titres miniers qui ont été octroyés en 2015, il n'y a aucun qui est déclaré conforme dans la vérification. Et donc c'est presque conforme, ou bien tout simplement il y a les documents concernant ces transactions n'ont pas été soumis aux vérificateurs. Outre ces manquements, une autre violation est notée. Elle concerne le fonds de péréquation qui devait profiter aux collectivités locales. C'est le fonds de péréquation, comme on peut l'appeler, de cette partie des revenus qui doivent retourner aux collectivités locales. Donc on se rend compte que là aussi, on avait constaté que la loi n'a pas été respectée depuis le rapport de 2014, donc c'est exactement confirmé. Et donc jusque-là également, les revenus qui sont reçus, qui sont au niveau soit de la direction générale des impôts ou bien des mines, ne sont pas retournés aux collectivités locales, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut rapidement corriger. À rappeler que le rapport 2015 de l'ITIE a été publié lundi. La structure envisage même de rendre public celui de 2016 avant la fin de l'année. Ibrahima Khan, les organisations de défense des droits de l'homme se félicitent de l'élection du Sénégal au Conseil des droits de l'homme pour Maître Papsen du CSDH. Cette élection pousse l'État du Sénégal à respecter les droits de l'homme au Sénégal. Quant à Alioune Tine d'Amnesty International, il estime que cette place doit encore plus motiver l'État du Sénégal à régler certaines questions internes relatives aux droits humains. Les détails dans cette élément signé Moussa Ngom et Diafaraba. Une élection qui consacre le respect, la confiance et le crédit du Sénégal. C'est en ces termes que s'est réjoui le ministre des Affaires étrangères de la place accordée au Sénégal au niveau du Conseil des droits de l'homme. Du côté des activistes des droits humains, on se félicite également de cette future présence. Nous saluons cette élection du Sénégal au Conseil des droits de l'homme. Pour nous, quand même, c'est une bonne nouvelle. Cela témoigne un peu de la situation normale du respect, du degré de respect des droits humains au niveau du Sénégal, même si par ailleurs on peut avoir des cas isolés, mais tout compte fait, nous avons un système de protection et de promotion des droits de l'homme tout à fait stable et normal. Pour Alioune Tine d'Amnesty International, cette charge devra cependant être un motif supplémentaire pour que l'État sénégalais se conforme aux standards internationaux en matière de droits humains. Ici, on le sait, il y a eu quand même une bonne initiative qui avait été prise ici concernant le retrait des talibés, mais aujourd'hui, promenez-vous dans Dakar, vraiment, on est obligé de constater que les talibés sont là. Deuxième recommandation, c'est relative aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment le protocole additionnel relatif, qui n'a pas encore été ratifié par le Sénégal. Recommander la ratification du protocole additionnel sur les droits politiques, sur les droits civils et politiques. Enfin, et c'est très important, dépénaliser la diffamation et surtout
l'outrage au chef de l'État. Une nouvelle entrée du Sénégal au Conseil des droits de l'homme qui en cache une autre, celle du Congo-Kinshasa, d'ailleurs décriée par de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme. Pour nous, c'est absurde, pour nous, c'est immoral, pour nous, c'est une insulte, effectivement, pour la plupart des victimes des droits humains. Et ça crée un malaise. Ça crée un malaise, ça crée la confusion. Vraiment, on aurait pu se passer de l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme. Je pense que ça n'a rien à voir. L'essentiel est que le Sénégal est aujourd'hui au niveau du Conseil des droits de l'homme et nous prions pour que le Sénégal puisse assurer de façon convenable cette place qui lui a été donc donnée par ses pairs au niveau du Conseil des droits de l'homme. Le Sénégal sera un des 47 membres de l'instance onusienne dédiée aux droits de l'homme pour une période allant de janvier 2018 à 2020 et occupera un des 4 sièges octroyés au continent africain avec le Nigeria, l'Angola et la RDC. L'artiste Youssou N'Dour met 75 millions de francs CFA dans la caisse des artistes culturels, la totalité de la somme qu'il a reçue avec le prix Premium Impérial, un montant qui renforce la mutuelle de santé des artistes. Les acteurs saluent et invitent les autorités à saisir les opportunités pour une meilleure condition de vie des professionnels du secteur, un secteur avec énormément de difficultés, comme vous allez le constater dans ce sujet signé Fatou Kinedem et Pape Sangoné Mbaye. Face au manque d'informations, les acteurs culturels appellent à une large communication concernant leur mutuelle de santé. Je crois qu'il faudrait faire un modèle différent, s'approcher des différentes entités, cultures urbaines, danse contemporaine, artistes plasticiens, écrivains, etc., etc. Chaque branche, il y a des personnes pour ça ici. Et faire ce travail en amont, avant justement de rassembler et d'expliquer aux gens concrètement comment ça se passe. Beaucoup d'artistes ont des difficultés pour se faire soigner, faute de moyens. C'est l'occasion, si vous me permettez, de faire un clin d'œil. On a un artiste Néobi qui est dans d'énormes difficultés. Là, on va en réunion pour essayer de voir comment l'aider à se soigner par rapport à sa maladie. Et je crois que Néobi est dans les téléphones portables et écouté dans les voitures et un peu partout. Et si on ne fait pas gaffe, on va avoir encore le même scénario que certains grands artistes, musiciens. Généralement, c'est après l'hospitalisation que l'autorité est informée, mais pour les cas, pour tous les cas qui ont été soumis au niveau du ministère ou bien au niveau même nous en tant qu'institution, là on apporte un concours. Et pour régler certains maux, l'artiste Youssou N'Dour met 75 millions de francs CFA dans la caisse, la totalité de la somme qui lui a été offerte avec le prix Premium Impérial au Japon, un geste vivement salué. Vraiment, nous disons félicitations à M. Youssou N'Dour parce qu'actuellement, les acteurs culturels vivent des conditions vraiment difficiles et que l'État a déjà posé un jalon en mettant en place cette mutuelle de santé. Et puis, c'est toujours bon qu'on ait ces genres d'exemples. Mais à l'État aussi, à l'État de pousser les jalons. Aujourd'hui, la copie privée doit être en marche. Tout ce qui rentre en douane et qui a un rapport avec la musique, avec la culture, doit être détaxé pour que ça soit reversé à la SODAV et que les artistes puissent avoir de bonnes distributions. Il s'agit avant tout de régler le problème du statut de l'artiste, un moyen pour permettre aux concernés de moins galérer. Fatou Kinedem, au monde de sport avant l'invité du 20h des Lions du mini-foot frustré après le retour au Bercail. Aucune autorité à l'aéroport pour les accueillir. Du côté du ministère des Sports, l'on soutient qu'il faut que les sportifs respectent le parallélisme des formes car, dit-il, l'État parle directement aux fédérations. Un sujet signé par Faranig et Mohamed Dian. Encore des sportifs sénégalais de retour au pays avec des complaintes envers les dirigeants. La dernière en date, les médaillés de bronze du tournoi mini-foot ont été affectés par cette manque de considération. La déception, c'était surtout pour les gosses, parce qu'eux, ils avaient besoin de cela pour magnifier le travail qu'ils ont fait. Mais maintenant, regardons devant nous et essayons de voir qu'est-ce qui pourra amener cette discipline de l'avant. Parce que je sais que d'ici quelques années, cette discipline peut amener une Coupe du Monde ici au Sénégal. Pour le ministère des Sports, le parallélisme des formes doit être respecté, même si tout le monde bénéficie des subventions de la tutelle.
Mais toutes les disciplines ne sont pas égales devant les Sénégalais. Le mini-foot, nous avons délégué nos pouvoirs à une fédération. Donc nous ne considérons pas, nous ne reconnaissons pas le mini-foot, nous reconnaissons la Fédération sénégalaise de football. Donc il revient à la fédération, à chaque fois qu'il y a un événement, de venir, parce que nous avons une commission qu'on appelle un comité mixte avec la Fédération sénégalaise de football. Et ce comité mixte-là, nous nous réunissons presque tous les 15 jours. Il n'y a aucune discrimination au sein des fédérations. Le football, le basket, ce sont des disciplines au moins qui ont un impact social au niveau des populations. Concernant les autres disciplines, le chargé de com du ministère des Sports taxe certains dirigeants de mauvaise foi. Il y a aussi des entraîneurs, quand ils reviennent d'une campagne et qu'ils perdent ou bien qu'ils n'ont pas atteint les objectifs ou bien les ambitions qui ont été fixées, souvent ils veulent jeter au moins l'anathème ou le pauvre au niveau du ministère des Sports. Et au tout début, en tout cas, de l'orientation budgétaire, il y a l'arbitrage. Et quand on définit l'arbitrage, la Fédération sénégalaise de volley sait ce qu'elle a aujourd'hui. Toutefois, certaines disciplines réclament un coup de pouce pour remporter des trophées majeurs. La Fédération n'a rien fait, on ne l'a pas senti. Comme j'ai dit hier, j'ai tiré la sonnette d'alarme avec un de vos confrères. Et ce matin, j'ai reçu le coup de fil du président de la Fédération, Maître Augustin Senghor. On s'est parlé, on a discuté entre gentlemen et on s'est compris. Je pense que maintenant, tout cela est derrière nous. D'ici quelques temps, après s'être bien reposé, on va essayer de se concerter entre nous et d'aller voir les autorités, d'aller voir